Chapitre 10 Explication du mystère par Henry Jekyll. Je naquis dans les années 1800. Héritier d'une grande fortune, doué en plus d'heureuses facultés, d'un esprit naturellement industrieux, tenant à l'estime des gens intelligents et vertueux qui m'entouraient, j'entrai, comme on aurait pu le supposer, dans la vie avec toutes les garanties d'un avenir honorable et distingué. Par le fait, le plus grand de mes défauts, était un certain goût mal contenu pour les plaisirs, goût qui eût pu faire le bonheur de beaucoup, mais qui pour moi était incompatible avec le désir impérieux que j'avais de porter haut la tête et d'affecter devant le public une contenance plus grave que le commun de mes semblables. Il arriva alors que je cachai mes folies et que, lorsque j'atteignis l'âge de réflexion et regardai autour de moi pour constater mes progrès et ma situation dans le monde, j'étais déjà livré à une vie de profonde duplicité. Plus d'un, sans doute à ma place, eût fait parade des irrégularités dont j'étais coupable. Mais étant donné les grandes vues que j'avais en moi-même, je les considérais comme graves et les cachai avec un sentiment de honte, pour ainsi dire, malsain. Ce fut donc dans la nature exigeante de mes aspirations, plutôt qu'aucun avilissement particulier dans mes désordres, qui me fit ce que j'étais et trancha en moi, plus profondément que dans la majorité des hommes, ces deux provinces, le bien et le mal, qui divisent et composent la double nature de l'homme. Mes pensées alors revenaient sans cesse et avec acharnement à cette dure loi de la vie qui forme la base de la conscience et est une des plus grandes sources de torture morale. Quoique d'une duplicité si avérée, je n'étais, dans aucun sens du mot, hypocrite, car ces deux phases de mon caractère étaient très sincères. Quand je mettais de côté toute contrainte et plongeais dans la honte, je n'étais pas plus moi-même que quand je travaillais au grand jour à l'avancement de mon savoir ou au soulagement de la misère et de la souffrance. Il advint que la direction de mes études scientifiques, qui se tournaient entièrement vers le mystique et le transcendantal, me démontra clairement la lutte perpétuelle qui existe chez l'homme entre le bien et le mal. Chaque jour, les deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellectuel, me rapprochèrent plus fortement de cette vérité dont la découverte ruina ma vie, que l'homme n'est pas une entité, mais deux êtres de nature distincte. Je dis deux êtres de nature distincte parce que mon savoir ne dépasse pas ce point. D'autres me suivront, d'autres me dépasseront sur cette même voie, et je me hasarde à prédire qu'il sera définitivement reconnu que l'homme renferme en son âme les qualités les plus diverses et les plus opposées. En un mot, ce que nous appelons un homme n'est en vérité qu'un assemblage de plusieurs êtres. Moi, pour ma part, l'influence de la vie que je m'étais faite ne me laissa infailliblement avancer que dans une direction, et dans cette direction seulement. Ce fut par ma propre personne et par mon côté moral que j'appris à reconnaître la dualité complète et primitive de l'homme. Je vis que des deux natures qui se combattaient dans le champ de ma conscience, si je pouvais avec raison dire que j'avais l'une, ce n'était que parce que je les possédais essentiellement toutes les deux. De bonnes heures, et avant que mes découvertes scientifiques eussent pu me faire entrevoir la moindre possibilité d'un tel miracle, j'avais appris à caresser avec plaisir, comme un rêve, la pensée de séparer ces éléments. Si chacun d'eux, me disais-je, pouvait être logé séparément, la vie serait allégée de tout ce qui est insupportable. Le mal pourrait aller son chemin délivré de toutes les entraves qui pourraient lui susciter une conscience gênante, et le bien pourrait suivre la grande route de la vertu en toute assurance et sécurité, se réjouissant de ses bonnes œuvres sans être exposé davantage à la disgrâce et au remords qui pourraient lui être imposés par le côté pervers. Ce fut la malédiction de l'humanité que ces fagots, si peu en rapport, fussent ainsi liés ensemble, que dans le flanc agonisant de la conscience de ces deux jumeaux de nature si opposées fussent toujours en lutte. Comment les séparer ?
Voilà où j'en étais lorsque, ainsi que je viens de le dire, la lumière se fit sortant de mon laboratoire. Je commençai à apercevoir, plus qu'on ne l'avait jamais encore constaté, l'immatérialité tremblante et l'inconsistance vaporeuse de ce corps en apparence si solide qui nous revêt. Je découvris que certaines substances avaient le pouvoir de secouer et d'arracher ce revêtement de chair aussi bien que le vent pourrait secouer et arracher les parois d'une tente. Pour de bonnes raisons, je n'insisterai pas sur le côté pratique de ma découverte. D'abord, j'ai appris à mes dépens que notre destinée et le fardeau de la vie sont liés à jamais à notre existence et que lorsque nous essayons de nous en débarrasser, ils retombent sur nous plus lourdement. Ensuite, comme sa narration ne le rendra, hélas, que trop évident, mes découvertes étaient incomplètes. C'est assez dire que non seulement j'avais reconnu que mon corps matériel n'était que le mirage ou l'ombre de certains éléments dont mon âme était constituée, mais que j'étais même arrivé à composer un breuvage qui avait le pouvoir de détrôner ces éléments, de m'arracher à leur domination et de me donner une seconde forme, une nouvelle physionomie, lesquelles ne m'étaient pas moins naturelles, quoiqu'elles fussent l'expression et portassent la marque des éléments les plus dégradants de mon âme. J'hésitai longtemps avant de mettre cette théorie à l'épreuve de la pratique. Je savais bien que je risquais la mort, car une drogue pouvant si puissamment ébranler et maîtriser ce qui constitue le côté fort de l'identité, pouvait, soit par une dose prise à un moment inopportun, soit encore par un soupçon d'erreur dans les quantités, détruire de fond en comble ce tabernacle immatériel que j'avais la prétention de changer. Mais la tentation d'une découverte si étrange, ouvrant des horizons si profonds, triompha de mes hésitations. J'avais depuis longtemps préparé mon essence. J'achetai de suite dans une pharmacie en gros une quantité énorme de cette espèce de sel que je savais, d'après mes expériences, être le dernier ingrédient dont j'avais besoin. Très tard alors, pendant une nuit maudite, je composai mon mélange, surveillai son ébullition et les émanations vaporeuses qui s'en échappèrent. Quand il eut jeté son dernier bouillonnement, et avec une grande fièvre de courage, je l'avalai. J'endurai alors d'affreuses tortures, mes os grincèrent, j'eus des nausées terribles et un soulèvement de l'âme que rien ne pourrait dépasser, ni les sensations de la naissance, ni celles de la mort. Graduellement, ces agonies me laissèrent, et en revenant à moi, je me sentis comme une personne qui relevait d'une grande maladie. Il y avait quelque chose d'étrange dans mes sensations, quelque chose de neuf et d'indescriptible, et cependant, leur nouveauté les rendait douces et agréables. Je me sentais plus jeune, plus léger et plus heureux. Il y avait du désordre dans mes idées, un torrent d'images sensuelles se précipitait devant mon imagination, l'indépendance pour moi n'avait plus de limite. Je ressentais une liberté d'âme inconnue, mais non innocente. Je reconnus au premier souffle de cette nouvelle vie que j'étais plus vicieux, 10 fois plus vicieux, et aussi je me sentis l'esclave de mes vices. Cette pensée au moment me mit en joie, et m'excita autant qu'aurait pu le faire le vin. J'étirai mes mains, me complaisais dans la fraîcheur de ces sensations, mais en faisant ce mouvement, je m'aperçus que j'avais perdu en stature. Je n'avais pas de glace dans mon cabinet. Celle qui est là maintenant ne fut apportée que plus tard, dans le seul but de ces transformations. Toutefois, la nuit était fort avancée. Il était tout près du matin, et le matin, tout noir qu'il fût, allait engendrer le jour. Mes gens étaient encore plongés dans le sommeil. Je me décidai alors, tout rempli que j'étais d'espoir et de triomphe, de m'aventurer sous ma nouvelle forme jusqu'à ma chambre à coucher. Je traversai la cour, où les constellations du ciel me regardèrent. J'aurais pu croire avec étonnement que j'étais la première créature de mon espèce que leur vigilance nocturne leur avait dévoilée. Je me glissai à travers les corridors, étranger dans ma propre maison, et arrivant dans ma chambre, je contemplai pour la première fois la personnification d'Edward Hyde.
Je ne dois parler qu'en théorie, n'étant sûr de rien, et me bornant à dire ce que je crois le plus probable. Le côté mauvais de ma nature auquel je venais de mettre l'estampille était moins robuste et moins développé que le bon côté que je venais de déposer momentanément. Mais ma vie ayant été, après tout, en grande partie une vie d'effort, de vertu et de contrainte, il avait été beaucoup moins fatigué et épuisé. Il arriva donc que Edward Hyde était plus petit, plus mince et plus jeune que Henry Jekyll. Autant l'image de la bonté se reflétait dans les traits de l'un, autant les caractères du mal étaient imprimés lisiblement sur le visage de l'autre. De plus, le vice, qui je suis encore porté à le croire, et le côté laitifaire de l'homme, avaient laissé sur ce corps une empreinte de difformité et d'affaiblissement. Malgré tout, en regardant dans la glace ce vilain masque, je ne ressentais pas de répugnance, au contraire, je l'aimais. Cela aussi était moi. Cela avait un air humain et naturel. À mes yeux, c'était une image plus vivante et plus personnelle que le physique imparfait et divisé que jusque-là j'avais eu l'habitude d'appeler moi. Et jusqu'à ce point, j'avais sans doute raison. Je remarquai que quand je personnifiais Edward Hyde, personne ne pouvait m'approcher sans ressentir un malaise visible. La cause de cela, comme je le comprends, est que tous les êtres humains que nous rencontrons sont un mélange de bien et de mal, et qu'Edward Hyde, seul dans les rangs de l'humanité, était le mal tout pur. Je m'arrêtai un moment devant le miroir. J'avais à essayer la seconde et concluante expérience. J'avais encore à voir si je n'avais pas perdu mon identité sans retour, et si je n'allais pas être obligé de fuir avant qu'il fît jour d'une maison qui ne serait plus la mienne. Donc, retournant vivement à mon cabinet, une fois encore, je préparai et bus le breuvage. Je repassai par toutes les souffrances de la dissolution et revins à moi avec le caractère, la stature et le visage de Henry Jekyll. Cette nuit-là, j'étais arrivé à l'embranchement fatal de la route. Si j'avais abordé ma découverte avec un esprit plus élevé, si j'avais risqué l'expérience sous l'empire d'aspirations pieuses et généreuses, tout eût été différent, et je serais sorti de ces agonies de mort et de renaissance un ange au lieu d'un démon. Cette drogue n'avait aucune action déterminée. Elle n'était ni diabolique ni divine. Elle ne faisait qu'ébranler les portes de la prison de ma nature, comme les captifs de Philippi, ceux qui étaient renfermés s'échappaient. À ce moment-là, la vertu sommeillait chez moi, et le mal, tenu en éveil par l'ambition, il fut alerte et prompt à saisir l'occasion, et ce qui en résulta fut Edward Hyde. Donc, quoique je possédasse deux caractères et deux physionomies, l'un étant entièrement vicieux et l'autre étant toujours Henry Jekyll, ce mélange malheureux pour l'amélioration duquel j'étais sans espoir, cette expérience était donc entièrement défavorable. Je n'avais pas encore conquis mon aversion pour la sécheresse d'une vie d'études. J'étais toujours de disposition joyeuse à de certains moments, et comme mes divertissements manquaient, pour ne pas trop dire, de dignité, et que j'étais non seulement bien connu et hautement considéré, mais qu'aussi je prenais de l'âge, cette incohérence de ma vie devenait de plus en plus fâcheuse. Ce fut ce qui me fit succomber à la tentation d'user de mon nouveau pouvoir et me rendit son esclave. Je n'avais qu'à boire ma composition pour me débarrasser de suite du corps du professeur en renom et me revêtir, comme d'un épais manteau, de celui d'Edward Hyde. L'idée me sourit, cela me semblait plaisant. Je fis alors mes dispositions avec le plus grand soin. Je pris et meublai cette maison d'Anso, dans laquelle Hyde fut traqué par la police, et j'engageai comme femme de ménage une créature que je connaissais pour être discrète et sans scrupules. D'un autre côté, j'annonçai à mes domestiques qu'un Mr. Hyde, que je leur décrivis, devait avoir pleine liberté et pouvoir dans ma maison, et de crainte d'accident, je me présentai bientôt et me rendis familier dans mon second caractère. Ensuite,
Je fis ce testament qui vous rendit si malheureux, afin que si quelque chose m'arrivait en la personne du Dr Jekyll, je pusse, en celle d'Edward Hyde, prendre possession de mes biens sans subir aucune perte pécuniaire. À l'abri de toute surprise, comme je le pensais, je me mis à jouir de privilèges de mon étrange situation. Il y a eu des hommes avant moi qui ont payé des fripons pour accomplir leurs crimes, pendant que leur propre personne et leur réputation étaient à couvert. Je fus le premier qui usa de ce moyen pour servir ses plaisirs. Je fus le premier qui put ainsi aller son chemin sous l'œil du public, couvert de l'estime générale, et dans l'espace de quelques instants, comme un écolier, se débarrasser de ce masque et plonger tête en avant dans une mer de liberté. Je jouissais d'une sécurité complète sous mon manteau impénétrable. Pensez donc, je n'existais même pas. Le temps de me mélanger et avaler le breuvage que je tenais toujours prêt, et Edward Hyde, eût-il commis les plus grands crimes, s'effaçait comme un souffle sur un miroir, et là, à sa place, paisiblement chez lui, préparant sa lampe pour l'étude du soir, il y avait un homme au-dessus de tout soupçon, il y avait Henry Jekyll. Le seul tort des plaisirs que je me hâtais de rechercher sous mon déguisement était, comme je l'ai déjà dit, de manquer de dignité. Mais dans les mains d'Edward Hyde, ils ne tardèrent pas à tourner vers le monstrueux. Souvent, en revenant de ces excursions, je me demandais comment aucun lien pouvait m'unir à un être si dépravé. Cet être que je faisais sortir de mon âme et lâcher seul au gré de ses plaisirs était par nature méchant et vil. Ses actes et ses pensées étaient concentrés sur sa propre personne, il se jetait dans la débauche avec une avidité bestiale, savourant les tortures qu'il pouvait infliger, impitoyable comme un homme de pierre. Henry Jekyll était quelquefois frappé de stupeur devant les actions d'Edward Hyde. Mais la situation, par cela même qu'elle était en dehors des lois ordinaires, amenait insidieusement un relâchement des étreintes de ma conscience. C'était Hyde après tout, et Hyde seul qui était coupable. Jekyll n'en valait pas moins, il se réveillait toujours avec ses bonnes qualités en apparence intactes. Il se hâtait même, quand c'était possible, de remédier au mal fait par Hyde. Et ainsi, ma conscience s'endormait. Je n'ai aucunement l'intention d'entrer dans les détails de l'infamie sur laquelle je fermais les yeux, car même maintenant, je puis à peine admettre que j'y prisse part. Je veux seulement indiquer les avertissements qui précédèrent mon châtiment et par quelles marches successives il approchait. Il m'arriva une aventure que je ne ferai que mentionner, car elle n'eut pas de suite. Un acte de cruauté envers une enfant excita contre moi la colère d'un passant que je reconnus l'autre jour dans la personne de votre cousin. Le médecin que l'on avait envoyé chercher et la famille de l'enfant se joignirent à lui. J'eus pendant quelques instants peur pour ma vie, ce qui fit que, pour calmer leur trop juste ressentiment, je dus les laisser m'accompagner jusqu'à la porte du laboratoire, d'où je ressortis avec un chèque pour les indemniser. Ce chèque, je dus le signer du nom de Henry Jekyll. Mais j'écartai aisément ce danger pour l'avenir en ouvrant un crédit dans une autre banque au nom d'Edward Hyde. Et quand, après plusieurs tentatives, j'eus réussi à créer une signature pour mon double, je me crus à l'abri des atteintes du sort. À peu près 2 mois avant le meurtre de Sir Danvers, j'étais sorti pour un de mes exploits et rentré le soir, quand le lendemain matin, je me réveillai avec des sensations quelque peu singulières. En vain, je regardai autour de moi, en vain les meubles respectables de ma grande chambre dans le square frappèrent ma vue, en vain je reconnus la forme de mon bois de lit en acajou et le dessin de mes rideaux. Quelque chose de plus fort que moi persistait à me faire croire que je n'étais pas où j'étais, que je ne m'étais pas réveillé où je paraissais être, mais dans la petite chambre dans Soho où j'avais l'habitude de coucher sous la forme d'Edward Hyde. Je me souris à moi-même et avec ma manie psychologique, je me mis à chercher la cause de cette illusion tout en retombant de temps en temps dans un agréable assoupissement.
J'étais encore en train de débattre la question quand, dans un intervalle de réveil complet, mes yeux tombèrent sur ma main. La main de Henry Jekyll, comme vous l'avez souvent remarqué, était professionnelle comme forme et comme grandeur. Elle était large, ferme, blanche et gracieuse. Mais la main que j'avais devant moi, étendue à moitié fermée sur les draps du lit et que je voyais distinctement dans la lumière jaune d'un matin de Londres, était maigre, cordée, noueuse, d'une pâleur terne et ombragée par une épaisse couche de poils noirs. Cette main était la main d'Edward Hyde. Je la contemplai pendant près d'une demi-minute, dans un ébahissement stupide, avant que la terreur me saisît. Alors elle s'éveilla en moi tout à coup, soudaine et violente comme un coup de timbale. Je sautai de mon lit et me précipitai vers le miroir. À la vue de l'image qu'il me renvoya, mon sang se glaça dans mes veines. Oui, je m'étais couché Henry Jekyll, je me réveillai Edward Hyde. Comment expliquer cela, me demandai-je avec terreur. Comment y remédier? La matinée était déjà avancée. Les domestiques étaient levés. Toutes mes préparations étaient dans mon cabinet. Quel long voyage! Descendre 2 étages par l'escalier de service, traverser la cour et l'amphithéâtre. Je restai un instant frappé d'horreur. Il est vrai que je pouvais me couvrir le visage, mais à quoi bon? Je ne pouvais cacher ma taille. Avec une douce sensation, il me revint à l'esprit que mes domestiques étaient déjà habitués aux allées et venues de mon second moi-même. Je m'habillai vivement, le mieux que je pus dans des vêtements trop grands. Je traversai la maison rapidement. Bradshaw m'aperçut et m'examina curieusement pendant un instant, évidemment étonné de voir Mr. Hyde à une telle heure et dans un tel accoutrement. 10 minutes plus tard, le docteur Jekyll avait recouvré sa forme et était assis à sa table, les sourcils froncés, faisant semblant de déjeuner. Je n'avais certainement pas beaucoup d'appétit. Cet incident inexplicable, ce renversement de mes expériences antérieures, avait un air du doigt babylonien, écrivant mon jugement sur le mur. Je me mis à réfléchir plus sérieusement que je ne l'avais jamais fait sur les suites possibles de ma double existence. Cette partie de moi-même, que j'avais le pouvoir de faire ressortir, avait été dernièrement bien exercée et fortifiée, et j'avais remarqué dans les derniers temps que le corps d'Edward Hyde avait gagné en stature, et quand j'étais sous cette forme, je sentais un sang plus généreux couler dans mes veines. Je ressentis un grand danger. Je fus convaincu que si je prolongeais longtemps ce genre de vie, la balance de ma nature pourrait être renversée à jamais, le pouvoir de la transformation perdu et le caractère d'Edward Hyde devenir le mien irrévocablement. Le breuvage n'avait pas toujours agi également. Une fois, dans les commencements, il avait complètement manqué son effet. Depuis lors, j'avais été obligé plus d'une fois, au risque de la mort, de doubler et même tripler la dose. Ces rares incertitudes avaient seules jeté une ombre sur ma satisfaction. En me rendant un compte exact de l'état des choses, je constatai qu'en premier lieu, la difficulté était de rejeter le corps de Jekyll et que maintenant, elle était décidément passée de l'autre côté. D'où je conclus que petit à petit, je perdais prise sur ma meilleure nature et j'incorporais par degrés dans la seconde la plus mauvaise. Je sentis qu'il me fallait choisir entre les 2 natures. Elles avaient la mémoire en commun, mais toutes mes autres facultés étaient partagées d'une façon bien inégale. Jekyll, qui était un composé, faisait rejaillir ses plaisirs sur Hyde et les lui faisait partager tantôt avidement et tantôt avec les appréhensions les plus vives. Tandis que Hyde était indifférent pour Jekyll, ou ne s'en souvenait que comme le bandit de la montagne se souvient de la caverne qui le dérobe aux poursuites. L'intérêt de Jekyll pour Hyde était, pour ainsi dire, plus que paternel, celui de Hyde pour Jekyll était plus qu'indifférent. Me fixer définitivement avec Jekyll était renoncer à la satisfaction de ces appétits auxquels je m'étais depuis longtemps secrètement livré et que je commençais à chérir. Me fixer avec Hyde était renoncer à 1000 intérêts, à 1000 aspirations.
C'était d'un coup et pour toujours me livrer au mépris et vivre sans amis. Le marché pouvait paraître inégal, mais j'avais encore une autre chose à prendre en considération. Je savais que, pendant que Jekyll souffrirait douloureusement de la fièvre d'abstinence, Hyde n'aurait même pas conscience de tout ce qu'il aurait perdu. Quelque étrange que fût ma position, les termes de ce débat sont aussi vieux et aussi communs que l'homme. À peu près les mêmes espoirs et les mêmes craintes décident d'un coup de dé le sort du pêcheur tenté et indécis. Mais il m'arriva, comme il arrive à la plus grande majorité de mes semblables, de choisir le bon côté et de désirer fortement d'y rester. Oui, je préférais le docteur vieux et mécontent, entouré de ses amis et caressant des espoirs honnêtes. J'adressai un adieu résolu à la liberté, à la jeunesse comparative, à la démarche légère et au plaisir secret dont j'avais joui sous le déguisement de Hyde. Je fis ce choix, peut-être avec des réserves dont je n'avais pas conscience, car je gardais la maison de Soho et je ne détruisis pas les vêtements d'Edward Hyde que je tenais toujours prêts dans mon cabinet. Pendant 2 mois toutefois, je fus fidèle à ma détermination. Pendant 2 mois, je menai une vie d'une sévérité à laquelle je n'avais jamais atteint et je jouis des compensations que vous porte une conscience tranquille. Mais le temps peu à peu atténua mes alarmes, les louanges de ma conscience ne m'impressionnèrent plus autant. Je subis les tortures du désir et de l'angoisse. C'était Hyde luttant pour la liberté. Enfin, je succombai, et une fois encore, je mélangeai et bus le breuvage qui transformait.